Tout individu dans l'exercice de sa fonction peut être emmené à commettre une faute qui engage sa responsabilité. Les fonctionnaires du corps éducatif n'en sont pas épargnés et c'est justement pourquoi nous en parlons aujourd'hui dans cette émission. Quels sont les cas particuliers dans lesquels la responsabilité d'un enseignant est engagée? Quelles sont les peines ou les risques encourus? Ce sont sur ces questions que l'analyse du sujet sera faite avec l'invité du jour, Gozakomi Agbekosi. Aimables auditeurs et auditrices de Radio Djena, bienvenue dans l'heure du droit, l'émission qui vous permet de comprendre l'univers juridique. Chers invités, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Djena. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de responsabilité pénale des enseignants. Effectivement. C'est un plaisir de participer à cette émission pour parler d'un sujet aussi intéressant. Ouais. Oui. Alors, quand on parle de responsabilité pénale, à quoi on fait référence? Déjà, la responsabilité pénale, c'est l'obligation pour une personne de répondre pénalement de ses actes. C'est-à-dire concrètement, l'obligation de faire l'objet de poursuites pénales devant les juridictions pénales et de faire l'objet de sanctions pénales lorsque on identifie chez cet individu un comportement qui est prévu et sanctionné par une loi pénale, donc plus généralement le code pénal. D'accord. Alors, de manière générale, dans quelle situation la responsabilité pénale d'une personne peut être engagée? Oui, la responsabilité pénale d'une personne peut être engagée lorsque, comme je l'ai dit, il y a un comportement qui est sanctionné, qui est prévu par une loi pénale et qui est sanctionné. Donc, on parle de fait générateur, donc le comportement qui est prévu par la loi et sanctionné. Donc, il y a une sanction pénale qui est écrite par la loi pénale et applicable donc comme punition à ce comportement-là. Donc, dès que ce comportement-là est, c'est un acte. Lorsque cet acte est posé par l'individu en question, la sanction prévue par la loi est appliquée directement. Donc, c'est là qu'on parle de responsabilité pénale. Oui. Alors, au regard de la définition que vous avez donnée, si un individu dans la société pose un acte moralement répréhensible et que cela n'est pas prévu dans les textes, est-ce à dire que cet individu ne sera pas puni? Oui, cet individu ne sera pas puni pénalement. Donc, il ne fera pas l'objet d'une sanction pénale, c'est-à-dire d'une peine d'emprisonnement. On ne peut pas emprisonner cet individu-là si une loi pénale n'a pas prévu le comportement en question. Donc, il peut aussi faire l'objet d'amende. Ce n'est pas seulement la peine d'emprisonnement, l'amende et autres. Et ça, ce sont les sanctions pénales. Donc, si c'est un comportement qui est contraire à la morale, il fera l'objet de sanctions beaucoup plus morales que une sanction pénale. Ce ne sera pas une sanction pénale. La sanction pénale n'interviendra que lorsque ce comportement anti-moral ou contraire à la morale contrevient à une disposition pénale. D'accord. Voilà. Alors, quand vous parlez de sanctions pénales, est-ce qu'il y a une autorité compétente chargée d'appliquer les sanctions? Oui, c'est le juge, ce sont les juridictions pénales, le tribunal correctionnel, la cour d'assises pour les crimes, voilà. Oui. Plus particulièrement pour les questions de violation d'ordre moral, c'est toujours les juges quand ce n'est pas prévu dans la loi? Non, quand ce n'est pas prévu par la loi, ce ne sont pas les juges. Si peut-être ce comportement s'inscrit dans un cadre religieux, là ce sont peut-être les autorités religieuses qui seront chargées d'appliquer cette sanction. Donc c'est tout un système de sanctions qui s'inscrit quand même en dehors du système pénal, des juridictions pénales. Voilà. D'accord. Alors, dans cette émission, il est question de responsabilité pénale des enseignants. En quel moment
la responsabilité d'un enseignant peut être engagée? Voilà, la responsabilité pénale d'un enseignant peut être engagée lorsque le comportement puni par la loi pénale est fait par un enseignant et dans le cadre de sa fonction, dans l'exercice de sa fonction. Donc, lorsqu'un enseignant, par exemple, il est enseignant de profession, mais il se retrouve peut-être dans la ville en train de voler, bon, là, ce n'est pas... sa responsabilité pénale sera engagée, mais ce n'est pas une responsabilité pénale dans le cadre de sa fonction d'enseignant. Donc, la responsabilité pénale de l'enseignant va intervenir donc, lorsque cette infraction ou ce comportement répréhensible est commis dans l'exercice de sa fonction d'enseignant. Oui. Et qui a un lien avec sa fonction également. Oui. Oui. Alors, de manière beaucoup plus précise, quelles sont peut-être les infractions qui pourraient engager la responsabilité d'un enseignant? Très bien. Par exemple, il est fréquent sous nos cieux que l'enseignant use de coups. De coups. Et donc, les sanctions corporelles. Les sanctions corporelles, bien sûr. Et dans l'application de ces sanctions corporelles, il peut arriver que l'enseignant puisse contrevenir aux dispositions qui interdisent les coups et blessures. Donc, lorsque l'enseignant se permet de frapper un élève jusqu'au sang, par exemple, là, il peut être coupable de coups et blessures et donc faire l'objet d'une sanction pénale. Sa responsabilité pénale pourrait être engagée. Et ce peut être également le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel dans l'exercice de sa fonction à l'endroit d'un élève. Ce sont des comportements qui sont réprimés par les textes pénaux. Ce peut être également des sollicitations de toute nature de la part de l'élève, c'est-à-dire il sollicite de l'élève un certain nombre d'avantages en contrepartie de notes. Peut-être de l'argent. Oui, de l'argent ou des avantages matériels. Aller faire des travaux domestiques dans le compte du professeur. Voilà, en contrepartie de notes. Il le fait et le prof lui donne de bonnes notes. Voilà, ce sont des comportements qui sont réprimés par les tests pénaux applicables spécifiquement dans le domaine de l'enseignement. Ce peut être également des relations amoureuses ou des relations sexuelles avec l'élève. Donc, tous ces comportements, ce sont des exemples. Il y a tout un tas de comportements réprimés par les textes pénaux. Et ce sont ceux qu'on peut citer. Alors, si on revient sur la question de coups et blessures, sanctions corporelles dans le système éducatif, qu'est-ce qui est sanctionné? Est-ce que c'est la violation du texte qui interdit de frapper les enfants ou bien c'est l'abus de pouvoir ayant découlé à des saignements? Oui, c'est la violation du texte. Et en ce qui concerne l'application de la loi pénale, c'est la violation d'un texte. Puisque lorsqu'on analyse le comportement réprimé ou répréhensible, d'abord pour caractériser une infraction pénalement, il faut vérifier si les éléments constitutifs de cette infraction-là sont réunis. Donc, lorsqu'on fait cet examen-là pour vérifier la constitution ou les éléments constitutifs de l'infraction et que ces éléments-là sont constitués, le comportement de coups, de blessures ou de violences volontaires, violences corporelles exercées sur l'élève va être sanctionné au titre d'une sanction pénale. D'accord. Ouais. Alors, parlons toujours de cette question de coups et blessures. En quel moment la sanction corporelle peut être considérée comme un abus de pouvoir? L'abus de pouvoir, je pense d'abord que parlant de l'abus, il faut identifier la limite entre le permis et l'interdit.
Donc, peut-être vous pouvez nous rappeler un peu la définition juridique de l'abus de pouvoir pour les auditeurs. Oui, bon, l'abus de pouvoir, pour l'expliquer, c'est le fait d'exercer son droit au-delà des limites légales dans lesquelles ce droit-là devrait être exercé. Peut-être que la loi permet à l'enseignant de recadrer l'élève, mais dans cette mission de recadrage de l'élève, l'enseignant se permet peut-être de faire usage du bâton et au point de blesser l'enfant. Là, il s'agit d'un abus. Il s'agit d'un abus. Mais pour engager la responsabilité pénale de l'enseignant, il faut voir si le comportement de l'enseignant contrevient à une disposition pénale. Si ça ne contrevient pas à une disposition pénale, là, on pourra peut-être engager sa responsabilité civile et non sa responsabilité pénale. Justement, c'est quoi la responsabilité civile? La responsabilité civile consiste pour l'auteur d'un dommage, ou du moins la personne qui doit répondre de ce dommage, de réparer le dommage lorsque ce dommage est causé à quelqu'un. Voilà, donc l'obligation de réparer le dommage causé à quelqu'un, à une victime. C'est ça la responsabilité civile. Alors, de ce que j'ai pu entendre, lorsque la responsabilité d'un fonctionnaire est engagée, apparemment c'est limité dans un cadre. Il faudrait que la faute commise se fasse sur les lieux de son travail. Oui, on pourrait le situer, on pourrait le dire comme ça en principe, mais je crois qu'il y a des subtilités qui peuvent être en tout cas identifiées dans l'attribution de cette responsabilité-là. Si on prend un exemple, un enseignant qui a la responsabilité de surveiller ses élèves en temps de cours, il arrive peut-être que cet élève-là échappe à sa surveillance et se retrouve peut-être dans la rue, on ne sait pas par quel moyen, et il subit peut-être, il est victime d'un accident dans la rue. C'est dans la rue que l'accident s'est produit, mais on peut quand même engager la responsabilité de l'enseignant, dans la mesure où il a cette responsabilité-là de surveiller l'enfant, l'élève qui est dans sa classe au moment du cours. Alors, votre élément de réponse me permet de vous poser une question. Alors, quelle est l'étendue du devoir d'un enseignant, bien du corps éducatif, par rapport à ce que la loi prévoit? Oui, déjà, l'enseignant est chargé de transmettre une certaine connaissance à l'élève. Donc, dans la transmission de cette connaissance-là, il y a des obligations qui entourent cette mission de transmission de connaissances. Et ces obligations qui entourent cette mission-là, on peut parler de l'obligation de surveillance, le respect de consignes de sécurité, ainsi de suite, qui entourent la mission de transmission de connaissances. Donc, pour parler de l'étendue, je peux le décrire autour de ces aspects-là. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé de coups et blessures, de violences corporelles, de sanctions corporelles. Qu'en est-il des propos injurieux? Est-ce que la responsabilité d'un enseignant peut être engagée parce qu'il a insulté un élève ou parce qu'il passe son temps à insulter, à indexer un élève en particulier? Oui, sa responsabilité pénale peut être engagée si ces insultes, ces injures-là correspondent à une infraction particulière. Par exemple, le harcèlement peut consister tout simplement en des violences verbales. On peut juste recourir à des violences verbales, des invectives à l'endroit d'un élève. Et ça, ce comportement est constitutif d'un harcèlement, un harcèlement moral, puisque le harcèlement, dans le cadre scolaire, peut être sexuel ou moral. Donc, il s'agit d'un harcèlement moral. Lorsque l'enseignant utilise la violence verbale pour persécuter, si je peux le dire ainsi, l'élève,
on peut engager sa responsabilité sur la base du harcèlement moral. Également, il y a l'aspect injure. Il y a l'infraction d'injure qui est prévue par notre code pénal. Lorsque les injures correspondent également aux éléments constitutifs de ce qu'on appelle injure dans le code pénal, on peut engager sa responsabilité pour injure. Donc, il est possible que les violences verbales puissent puissent entraîner une responsabilité pénale de l'enseignant. Ah oui, lorsque vous parlez d'injures qui sont prévues, de la sanction des propos injurieux qui sont prévus dans la loi, est-ce que c'est pas dans le cadre restreint des études de l'école ou bien de manière générale, une personne peut être poursuivie pour avoir insulté une autre? Oui, de manière générale. Ce n'est pas une infraction qui est spécifique au domaine de l'enseignement, c'est de manière générale. Donc, lorsque l'injure, on profère des propos outrageants à l'endroit de toute personne, on peut engager sa responsabilité. Ça fait partie des infractions qui sont prévues, des atteintes à la dignité humaine. Donc, lorsqu'on profère des injures, en tout cas lorsque l'injure répond aux éléments constitutifs de l'injure dans le code pénal, il s'agit d'une infraction. Ok, vu que vous avez parlé du harcèlement sexuel, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, le harcèlement sexuel, c'est un comportement qui est réprimé spécifiquement. D'abord, c'est une interdiction ou une répression générale qui est faite de ce comportement-là dans le code pénal. Dans le code pénal, on a parlé de harcèlement sexuel, mais dans le cadre scolaire, on a également parlé du harcèlement sexuel, mais on ne s'est pas limité au harcèlement sexuel, on est allé aux autres harcèlements également. Donc, le harcèlement sexuel est interdit dans le domaine de l'enseignement, dans le cadre de l'enseignement, de la part de l'enseignant à l'égard de l'élève, mais aussi de façon générale, c'est sanctionné. Chers auditeurs et auditrices de Radio Djena, si vous nous suivez, si vous nous avez rejoints, vous êtes actuellement en train de suivre l'émission L'heure du droit, cette émission-là qui vous facilite la compréhension de l'univers juridique. Nous parlons de cette émission de la responsabilité pénale des enseignants, des fautes qui peuvent engager la responsabilité pénale des enseignants. Alors nous parlions tantôt du harcèlement sexuel et d'après l'explication que vous avez donnée, c'est dans un seul sens. C'est lorsque par exemple le professeur exerce du harcèlement à l'endroit des élèves. Et maintenant, lorsque c'est l'inverse, est-ce que c'est toujours la responsabilité? Pardon? Lorsque c'est l'élève qui harcèle l'enseignant. L'enseignant. Est-ce que là-bas, la responsabilité de l'enseignant est toujours engagée? Non, je ne pense pas que la responsabilité de l'enseignant sera engagée. Il faut voir aussi la situation se présenter pour vraiment l'analyser. Mais là, il y a ce qu'on appelle la responsabilité, la responsabilité personnelle, c'est-à-dire la responsabilité pénale, est une responsabilité personnelle. Donc, on répond pénalement de ses propres actes. Donc, lorsque c'est l'élève qui harcèle sexuellement le professeur, on ne saurait engager la responsabilité de l'enseignant, puisque l'auteur du harcèlement, c'est l'élève et non l'enseignant. Maintenant, si nous parlons d'élèves, c'est qu'on se trouve peut-être avec des personnes mineures, ce qui va entraîner une réflexion sur les éléments qu'il faut pour engager la responsabilité pénale d'un mineur, et ainsi de suite. Ce qui sort peut-être un peu du cadre de la responsabilité pénale de l'enseignant.
Donc ça veut dire que si on est dans une situation où peut-être l'élève qui harcèle a moins de 14 ans, sa responsabilité ne sera pas engagée. Ne sera pas engagé puisque pénalement, il est irresponsable. Pénalement. Oui. Alors, Monsieur Goza, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les questions de violence corporelle. Il arrive des situations où, parfois, et je dirais même malheureusement, des enseignants rentrent en bagarre, je vais le dire comme ça, se bagarrent avec des élèves dans les établissements. Lorsque ça arrive, quelles sont les dispositions prises par la loi? Qu'est-ce qui est fait? Oui, je pense que ces comportements sont beaucoup plus prévus par le code de conduite du personnel enseignant, ce code qui a été voté par la loi du 24 février 2022, je pense, si je ne me trompe pas. Et ce code a prévu un certain nombre d'obligations à la charge de l'enseignant qui le contraignent à ne pas se mettre dans cette situation de bagarre avec l'élève. Donc il y a toute une liste de comportements qui ont été prévus par ce code de conduite qui interdisent cette situation. Et donc là, il y a des sanctions, différentes sanctions possibles. Dans ce cas, lorsque l'enseignant se retrouve à se bagarrer, par exemple, avec l'élève, là, il peut soit encourir une sanction disciplinaire, puisqu'il par l'établissement. Par l'établissement, oui. Par l'établissement. Oui. Donc une sanction disciplinaire qui peut peut-être consister en un rappel à l'ordre ou à une suspension, voire même un licenciement lorsque ça constitue une faute grave. Les circonstances véritables des faits amènent à dire que cette situation constitue une faute grave. Et au-delà de cela, on pourrait peut-être l'attribuer aussi ou le qualifier de coups et blessures lorsque cette bagarre-là revêt les caractéristiques. Peut-être que c'est le prof qui prend le dessus et qui, on peut aussi essayer selon les circonstances, ça tout dépend des faits, selon les faits, apprécier les faits en sorte à qualifier cela de coups et blessures sous le régime du code pénal. Alors je pense que M. Agbekossi, on a longuement parlé des rapports élèves-enseignants qui peuvent entraîner ou engager la responsabilité pénale de l'enseignant. Maintenant, en ce qui concerne les enseignants entre eux-mêmes, en quel moment est-ce que leur responsabilité peut être engagée? Entre deux enseignants. Entre deux enseignants, d'abord. Oui, entre deux enseignants qui se livrent peut-être, par exemple, à une bagarre, peuvent être sanctionnés. Il y a toujours ces deux possibilités de les sanctionner sur le plan disciplinaire, des sanctions disciplinaires, lorsque leur comportement contrevient au code de conduite du personnel enseignant, ou d'une sanction pénale prévue par le code pénal si le comportement en question contrevient aux dispositions du code pénal. Voilà, donc deux enseignants qui sont déjà, le code de conduite impose une certaine probité morale qui n'est pas observée lorsque deux enseignants se mettent à se bagarrer devant les élèves. Donc là, nécessairement, il va y avoir une sanction disciplinaire. Soit c'est un simple rappel à l'ordre, soit c'est une suspension ou c'est un licenciement carrément. Alors, hormis les disputes, les bagarres, quelles sont les autres infractions qui peuvent être commises par les enseignants dans leur rapport et engager la responsabilité de ces derniers? Oui, entre les enseignants, oui. Il y a plusieurs infractions qui peuvent intervenir. Revenir sur les plus récurrentes. Les plus récurrents, peut-être dans le cadre de l'enseignement, lorsque deux enseignants sont complices
d'une violence sexuelle à l'égard d'un élève ou d'un harcèlement sexuel ou bien d'une relation sexuelle qui s'entretient entre un enseignant et un élève, par exemple, un autre enseignant qui est complice de cette situation peut voir sa responsabilité pénale engagée pour complicité, oui. Eh bien non, est-ce que, bon, c'est une question que je vous pose, hein, est-ce que en avant, il y a des situations de harcèlement entre enseignants? Il est possible qu'il y ait des situations de harcèlement sexuel entre enseignants. Et là, ça va être appréhendé sous le régime du code pénal, lorsqu'il s'agit d'un harcèlement sexuel. Lorsque, par exemple, un enseignant, peut-être qu'il y a une position un peu plus élevée que l'autre, utilise cette position-là pour essayer de contraindre l'autre enseignant à lui accorder des avantages sexuels, on parlera de harcèlement sexuel entre les enseignants. Donc, il est possible qu'il y ait des situations de harcèlement sexuel entre les enseignants. Donc, entre les enseignants, des enseignants entre eux, et n'impliquant pas les élèves. Donc, il est possible que ces situations-là arrivent. Et maintenant, c'est dans quelle situation la responsabilité pénale de l'enseignant est partagée avec le corps administratif? Oui, cette responsabilité, la responsabilité de l'enseignant peut être partagée avec la responsabilité pénale, n'est-ce pas? Pénale, elle peut être partagée avec le corps enseignant, soit sur la base de la complicité. Lorsque, par exemple, l'enseignant harcèle sexuellement un élève et que l'administration est au courant et ne prend pas les sanctions disciplinaires qui sont applicables à ce comportement. L'administration ne rappelle pas l'enseignant à l'ordre, elle ne suspend pas l'enseignant quand il le faut ou ne licencie pas, elle garde silence. On peut engager la responsabilité de l'administration pour complicité, puisque l'administration sait, elle a connaissance du comportement délictueux de l'enseignant, mais a gardé le silence. Il est possible également que ce soit sur la base lorsque c'est l'administration qui est le commanditaire même de l'action. Il est possible, dans le cadre de l'enseignement, il y a l'interdiction de traitement ou bien de punition, voilà le mot, je cherchais le mot. Les punitions inhumaines et dégradantes sont aussi sanctionnées par le code de conduite du personnel enseignant. Lorsque, par exemple, c'est l'administration même qui demande à ce que cette punition inhumaine ou dégradante soit exercée par l'enseignant sur l'élève, là, l'administration se rend complice du comportement. Le comportement principal qui consiste à infliger cette punition inhumaine à l'élève va être imputable à l'enseignant. Mais étant donné que c'est l'administration qui a commandité ce comportement, l'administration devient un complice de cette infraction-là. Donc dans ce cas aussi, la responsabilité pénale sera partagée entre l'enseignant et l'administration. C'est possible que ce soit dans le cadre d'une coaction où l'administration a participé même matériellement à la réalisation du comportement qui est sanctionné. Également, il y a partage de responsabilité entre l'enseignant et l'administration. Et est-ce que dans cette situation, ce sont les mêmes peines qui sont partagées? Oui, ce sont les mêmes peines, puisque c'est la complicité, donc ils sont punis des mêmes peines. Sauf si, dans l'analyse des faits, il y a des éléments qui permettent à l'un ou à l'autre participant à l'infraction d'avoir des circonstances atténuantes. Là, la peine peut être revue peut-être à la baisse pour la personne qui a des éléments qui constituent des circonstances atténuantes en sa faveur.
D'accord. Alors, on a parlé suffisamment des enseignants. On va se tourner maintenant sur l'administration scolaire. Quelles sont les situations dans lesquelles on peut engager exclusivement la responsabilité du corps administratif? Oui, la responsabilité du corps administratif peut être engagée dans plusieurs cas et dépendamment même de la nature de la responsabilité. On peut engager leur responsabilité pénale, comme je viens de le dire, dans le cadre d'une coaction dans la commission, la réalisation de l'infraction ou d'une complicité lors de la réalisation de l'infraction. On peut également, en dehors de ce cas-là, engager leur responsabilité civile. Si, par exemple, le dommage le dommage que subit un élève ou même un enseignant leur est imputable. Voilà. Donc, si par exemple l'administration ne prend pas les dispositions sécuritaires en ce qui concerne leur structure, et que un dommage, des bâtiments défaillants. Oui, des bâtiments défectueux et peut-être on peut donner l'exemple des systèmes d'outils qui permettent aux enfants de se divertir lors des récréations, les balançoires et autres. Lorsque ces outils sont des outils défectueux et que les enfants utilisent ces défectueux, l'administration le sait très bien, mais ne prend aucune solution, n'adopte aucune solution. Lorsque ces enfants utilisent ces outils-là et se blessent, on peut engager la responsabilité civile de l'administration. De l'administration. Alors, si on se trouve dans une situation où des enfants se sont blessés à l'intérieur de l'établissement, suite peut-être au cours de PS, lors du cours de PS ou bien suite à une petite bagarre, est-ce que dans cette situation, c'est l'administration qui est indexée? Oui, l'administration peut être indexée si la blessure est imputable à un défaut ou est due à un défaut comment je peux dire, il y a une défectuosité des matériels utilisés et des matériels qui sont pourvus par l'administration. Donc si l'administration fournit le matériel sportif qu'il faut et que ce matériel est défectueux et cause une blessure à un enseignant ou à un élève, la responsabilité civile de l'administration peut être engagée dans ce cas-là. Oui, est-ce qu'on ne peut pas aussi envoyer l'argument de la surveillance, puisque si on prend le cas de deux enfants qui s'amusent et se blessent, on se dit dans l'établissement, les enfants sont censés être protégés et surveillés par l'administration. Tout à fait. L'argument de la surveillance peut tout à fait être invoqué. Ça correspond à l'exemple que je donnais au tout début, où l'enseignant a peut-être la responsabilité de surveiller l'enfant, ou du moins c'est un établissement où peut-être l'administration n'a pas prévu un surveillant. Dans les établissements, généralement, il y a un surveillant. En récréation, il y a un surveillant qui est chargé de mettre de l'ordre. Peut-être si l'établissement ne prévoit pas ce surveillant et par défaut de surveillant, il y a un élève qui arrive à échapper ou du moins à sortir de l'établissement, le dommage que subit cet enfant dans ces circonstances-là sera imputable à l'administration, puisque c'est l'administration qui n'a pas prévu de surveillant chargé de jouer ce rôle. Maintenant, si un surveillant est prévu, il faudra voir maintenant si le surveillant n'a pas respecté ses obligations de surveillance, les dispositions, les mesures qu'il doit prendre pour exercer sa fonction de surveillant. Et voilà, on va voir si il a respecté ou non. S'il ne l'a pas respecté, c'est sa responsabilité personnelle à lui qui est engagée. Qui sera engagée. Alors, dans le système éducatif togolais, lorsqu'il y a des examens, les élèves sont emmenés à se déplacer, à aller dans d'autres établissements ou à se réunir dans un centre commun. Lorsque ces enfants sont en déplacement et qu'ils arrivent au lieu du centre pour faire les examens et qu'il y a un problème qui arrive,
c'est la responsabilité de qui est engagée? Celle du centre qui reçoit les élèves ou l'administration, l'école même qui a envoyé ses élèves dans le centre? Je pense que la responsabilité de l'école qui envoie ses élèves dans le centre est celle qui doit être logiquement engagée, puisque les élèves sont supposés venir dans leur établissement. Maintenant, s'ils prennent la décision d'envoyer les élèves dans un autre établissement, c'est à eux que revient la responsabilité civile qui découle d'un quelconque dommage qui arrive à un enfant dans ce cadre-là, dans le cadre de ce déplacement. Et maintenant, si là-bas, au centre, il y a des bagarres, où il y a une situation qui entraîne peut-être un vol, la commission d'une infraction, est-ce que la responsabilité peut être partagée entre le centre d'accueil et l'établissement? C'est possible que la responsabilité soit partagée si, dans l'analyse des faits, on trouve des éléments qui constituent une faute à la charge de l'établissement d'accueil. Si l'établissement d'accueil n'a pas respecté les conditions de sécurité qu'il faut, si l'établissement n'a pas pris peut-être les mesures nécessaires pour empêcher le dommage qui est arrivé, parce que de toutes les façons, c'est l'établissement qui accueille. Donc, il faut que les conditions d'accueil répondent aux normes de sécurité qu'il faut. Et donc, si les conditions d'accueil de ces établissements-là ne répondent pas aux normes de sécurité qu'il faut, alors il y a un aspect du dommage qui leur est imputable et naturellement leur responsabilité sera engagée également. Donc il y aura un partage de responsabilités entre l'établissement qui envoie les enfants et l'établissement d'accueil. Alors, est-ce qu'il existe une disposition légale qui le prévoit expressément? Non, à ma connaissance, pour ce cas précis, oui. Je n'ai pas connaissance d'une disposition qui le prévoit expressément. C'est sur la base des principes généraux du droit civil, voilà, que ces responsabilités-là vont être situées. Alors, je vais m'attarder un peu sur cet exemple. Dans ce cadre précis, si par exemple des élèves d'un établissement sont emmenés à compétir ou carrément à faire des examens dans un autre établissement et qu'ils s'organisent en bande et qu'ils commettent une infraction comme le vol, est-ce que la responsabilité là-bas, la responsabilité qui va être engagée est celle de l'établissement, des parents ou des élèves si ces derniers ont déjà 18 ans? Oui, s'ils ont déjà 18 ans, d'abord si c'est un vol, il s'agit là d'une responsabilité pénale qui va forcément entraîner une responsabilité civile. Parce qu'à chaque fois qu'il y a responsabilité pénale, il y a une responsabilité civile qui s'ensuit. Donc, si ils ont déjà 18 ans et qu'ils vont commettre un vol, ils sont majeurs, ils sont pénalement responsables. Majeurs vaccinés. Donc, la responsabilité pénale étant personnelle, ils seront responsables de l'acte de vol qu'ils ont commis. Maintenant, étant responsables de l'acte de vol qu'ils commettent, naturellement, la responsabilité civile qui en découle est toujours à leur charge. Seulement, au niveau de la responsabilité civile, ce n'est plus une responsabilité qui est seulement limitée à l'auteur, mais c'est une responsabilité qui est étendue à tous ceux qui répondent de cet auteur-là. Donc, ayant 18 ans et ayant des parents qui ont qui répondent d'une manière ou d'une autre de leurs actions civilement, les parents partagent cette responsabilité civile avec eux. Donc, ils seront menés à payer les dommages, les intérêts. Les dommages, oui. Et les intérêts, d'accord. Alors, nous allons revenir sur les rapports enseignants et corps administratif. Est-ce que l'administration d'un établissement peut porter plainte ou engager la responsabilité d'un enseignant qui ne dispense pas régulièrement les cours ou qui accuse un long moment d'absence? Le fait de ne pas dispenser les cours, les absences, je pense que ça rentre dans les comportements prévus par le code de conduite ou au-delà du code de conduite, par les relations contractuelles qui existent entre l'enseignant et l'administration qui l'emploie.
Donc, on verra dans leur contrat, dans le contrat du travail, le contrat de travail de l'enseignant, quels sont les termes sur lesquels ils se sont mis d'accord. Voilà, ils se sont entendus. C'est ça, quelles sont les clauses du contrat. Donc, en fonction des clauses du contrat, si le comportement de l'enseignant contrevient, voilà, les dispositions qui sont prévues à l'intérieur de ce contrat seront prises. Et maintenant, dans le cas où rien n'a été dit dans le contrat, concernant les absences. Là, je pense qu'il y a forcément un règlement intérieur dans l'établissement. Il y a forcément un règlement intérieur. Il y a même le code de conduite qu'on peut prendre. Et à l'intérieur, on voit dans quelle mesure on peut sanctionner, quelles sanctions il faut appliquer à ces absences non autorisées, non, en tout cas reconnues, voilà, au sein de l'établissement. Et il y a chance que l'administration gagne de cause. Gain de cause. Bien sûr, si cette absence-là constitue une faute conformément au règlement intérieur ou conformément au contrat ou au code de conduite, forcément l'administration aura gain de cause. Alors, pour finir, dites-nous, il arrive des situations où, en raison de l'attitude d'un élève, le professeur décide de le priver des cours. C'est-à-dire, il y a des professeurs qui disent, pendant mon heure de cours, je prends l'exemple d'un professeur d'SVT, quand je viens, tu dois sortir de la salle. Est-ce que dans ce genre de situation, on peut porter plainte contre le professeur? C'est possible. C'est à prendre au cas par cas. Il faut vraiment rentrer dans les faits, puisque cette façon de demander à l'élève de sortir à l'heure du cours peut constituer un harcèlement. Ça peut être un harcèlement. Dans quel sens? Oui, à supposer que l'enseignant réclame un certain avantage, que ce soit sexuel ou autre avantage de l'élève, et que n'obtenant pas cet avantage-là, il utilise ces mesures-là d'exclure l'enfant du cours pour lui causer une certaine souffrance psychologique. Ou, voilà. Donc, dans ce sens, on pourrait poursuivre le professeur sur la base du harcèlement. Donc, du harcèlement sexuel, si ces comportements sont faits dans le but d'obtenir des avantages sexuels de la part de l'élève. Voilà. Alors, avant de mettre fin à cette émission, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes peines qui sont encourues lorsqu'un enseignant précisément, lorsque la responsabilité pénale d'un enseignant est engagée sur les infractions comme les sanctions corporelles, le harcèlement? Alors, les peines qui sont encourues dépendent de la nature de la peine, de la nature du comportement. Si le comportement est un comportement délictuel, si c'est un délit, les peines vont varier de 1 an à 5 ans. Donc 1 an, ou parfois même moins d'1 an, à 5 ans, lorsqu'il s'agit d'un délit. Maintenant, si le comportement devient un comportement criminel, là, la sanction peut varier de 5 ans jusqu'à... le plafond dans le code pénal togolais, c'est 50 ans. De 5 ans à 50 ans de réclusion criminelle. Oui. Donc, voilà un peu la fourchette les fourchettes dans lesquelles je peux situer les peines. Maintenant, chaque infraction en tout cas, c'est toujours défini en termes de fourchette. C'est toujours soit c'est 1 an à 2 ans, 1 an à 3 ans, 1 mois à 6 mois, voilà, ainsi de suite. Donc, pour les fourchettes, si c'est un délit, si c'est un comportement qualifié de délit, ça va s'inscrire dans la grande fourchette de 1 à 5 ans pour les délits. Et si c'est les crimes, c'est de 5 ans à 50 ans dans le cas du code pénal togolais.
Chers auditeurs, c'est sur ces mots de notre invité que nous allons mettre un terme à notre échange axé sur la responsabilité pénale des enseignants. Merci de nous avoir suivis. Merci pour la fidélité d'écoute. Monsieur Agbekossi Gozakomi était l'invité du jour. Je rappelle qu'il est juriste pénaliste. Ça se dit, juriste pénaliste. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de dire au revoir aux auditeurs. Comme dernier mot, ce serait juste un conseil à l'endroit de tout enseignant. Je dirais qu'il est important de connaître le code de conduite. C'est juste un texte de 5 pages en 12 articles. Donc, il est important de connaître ce texte-là pour pouvoir faire la limite, la frontière entre le permis et l'interdit dans le cadre scolaire. Et aussi, il faut faire tout pour connaître le règlement intérieur de chaque établissement et agir en fonction. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Aux auditeurs, le conseil a été donné. Informez-vous, spécialement aux enseignants, informez-vous. Cherchez à prendre connaissance du code de conduite afin de ne pas être frappé par la loi ou de ne pas voir sa responsabilité pénale être engagée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un autre sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien. C'était Méchac Niaro au micro. Au revoir.